Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité, j'allais dire haïtienne, hein, comme d'habitude, mais sauf qu'aujourd'hui ce ne sera pas comme d'habitude. Puisqu'avant même de regarder ce qui se fait en Haïti, on va regarder ensemble, l'actualité nous le commande, l'impact de la réélection de Donald Trump sur la politique mondiale. On a beau être une île, hein, mais ce qui se fait autour de nous, ce qui se fait dans le monde, nous influence. Et l'élection de Donald Trump, ou plutôt sa réélection, vient changer la donne. Sa réélection vient changer la donne dans la guerre russo-ukrainienne. Hein. Ce n'est pas vrai que les choses vont rester dans l'état, ça va changer. Sa réélection va changer les choses dans le rapport d'Israël avec le reste des pays arabes, en particulier avec l'Iran. Hein. Ce n'est pas rien cela, c'est une zone très volatile et ce qui se passe là, ce qui se passe dans la guerre d'Israël contre le Hamas, dans la guerre d'Israël contre le Liban, dans la guerre d'Israël contre le Hamas, finira par embraser une bonne partie du monde et la réélection de Donald Trump, n'est-ce pas, à la tête des États-Unis, envoie le message presque immédiat au Premier ministre d'Israël qu'il pourra tout faire, n'est-ce pas, aux peuples arabes. Et donc, c'est quand même pas rien ce qui va se passer là. Donc, tout cela va avoir un impact, n'est-ce pas, sur la politique du monde et donc sur la politique des pays noirs, sur la politique en Haïti. Et bien sûr, la réélection de Donald Trump va changer quelque chose dans le rapport du gouvernement haïtien avec les Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux, hélas,
ont un statut précaire, ils détiennent un TPS. Ils sont arrivés aux États-Unis tout récemment, en tout cas, sous le parapluie d'un programme humanitaire appelé pour les besoins de la cause, programme Biden. Et donc, ceux-là détiennent un statut précaire. Et Donald Trump a fait campagne sur eux en disant que, sitôt élu, il allait les déporter. Donc, la réélection de Donald Trump va avoir un impact sur les Haïtiens. Mais distinguons Haïtiens d'Haïti. Donald Trump va avoir un impact sa réélection va avoir un impact sur les Haïtiens qui ont un statut précaire, un statut irrégulier ou qui n'ont pas de statut du tout aux États-Unis. Mais l'élection de Donald Trump pourrait être, je dis bien, je pèse mes mots, pourrait être une opportunité pour Haïti. Attention, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump n'est pas un Américain, qu'il n'est pas élu pour défendre les intérêts des États-Unis et que Donald Trump serait l'ami d'Haïti. Tout cela est évidemment faux. Sauf que, précisément parce que Donald Trump se désintéressera d'Haïti, Donald Trump ne portera pas à Haïti autant d'intérêt qu'un Clinton, par exemple, qu'un Barack Obama par Clinton, qu'un Biden par Clinton. Donc, Donald Trump ne portera pas autant d'intérêt à Haïti. Au contraire, il voudra chasser autant d'Haïtiens qu'il pourra chasser vers Haïti. Mais pour que ces Haïtiens-là ne reviennent pas quémander l'asile, pour que ces Haïtiens-là ne reviennent pas quémander un TPS ou l'équivalent d'un TPS, eh bien, il faudra qu'Haïti soit moins chaotique. Or, puisque le chaos d'Haïti est dû en partie à la politique américaine des démocrates vis-à-vis d'Haïti, je vous en dirai un peu plus long tout à l'heure, eh bien, Donald Trump sera, pour ainsi dire, un allié objectif pour, si vous voulez, la résolution du chaos haïtien. Puisqu'il ne voudra pas avoir des Haïtiens à la frontière américaine, puisqu'il ne voudra pas avoir des Haïtiens qui vont quémander l'asile, eh bien, ironiquement, il va nous foutre la paix pour que le pays soit moins chaotique et qu'alors il y ait moins de demandes d'Haïtiens à la frontière américaine. Tout ceci paraît abstrait pour l'instant, mais c'est ce que je me propose d'élucider pendant la prochaine heure. Donc on a un menu assez chargé, mais pas trop chargé pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe en ce moment en Haïti entre la primature de Coney, qui n'est qu'à un cheveu de son congédiement, et le CPT, très impopulaire. Donc on verra ce qui risque de se produire dans les prochains jours entre Coney et le CPT. Est-ce que Coney sera effectivement congédié? Est-ce qu'on va le garder encore quelque temps pourvu qu'on remanie en profondeur son cabinet gouvernemental? Eh bien, un menu extrêmement chargé. Et puisque le menu est chargé, vous connaissez la recette, il vous faut une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui, à proprement parler, nous allons faire de la géopolitique. Voyez-vous, c'est vrai qu'on va faire une analyse toute haïtienne de l'élection de Donald Trump, mais on va la faire, cette analyse, précisément parce que l'élection d'un président à la tête de la plus grande puissance du monde vient changer la donne. On l'a vu, l'élection de Donald Trump va changer la donne dans la guerre russo-ukrainienne. L'élection de Donald Trump va changer la donne dans le rapport d'Israël avec les autres pays arabes. Comment vont-ils réagir, ces autres pays arabes? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui sont de véritables puissances en matière de pétrole. Est-ce qu'ils vont laisser, si vous voulez, Donald Trump donner une carte blanche à Benjamin Netanyahou pour qu'il détruise toutes les puissances potentielles du monde arabe? J'entends l'Iran, pour ne citer que l'Iran, j'entends la Syrie aussi. Ou est-ce que des pays comme
les Émirats arabes unis, des pays comme l'Arabie saoudite, est-ce qu'ils vont se regrouper pour faire pression sur les États-Unis de manière à infléchir la politique américaine d'Israël vis-à-vis des pays arabes? Donc, l'élection de Donald Trump, c'est un tsunami, les amis. L'homme a remporté une victoire convaincante. Si vous prenez la carte américaine, si vous regardez comment les Américains ont voté, mais l'homme a une victoire convaincante. Les États-Unis d'Amérique sont devenus, en tout cas aux dernières élections, une espèce de Trump Nation. La nation américaine semble s'être mise debout pour dire « nous sommes Trump, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre affaire ». Eh bien, où l'on croit à la démocratie, ou l'on n'y croit pas. Il ne s'agit pas d'aimer Donald Trump, il ne s'agit pas de faire du wishful thinking en disant, écoutez, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité, il faut prendre acte du fait que l'homme a été, bon Dieu, élu de manière convaincante, prendre acte de cela et tenter de nous projeter dans un avenir à court, à moyen et à long terme, n'est-ce pas, pour voir comment l'élection de Trump va changer la donne en matière de géopolitique et, puisque nous sommes haïtiens, en matière de politique américaine vers Haïti. Vous le savez maintenant, je le répète assez souvent, la politique étrangère d'un pays est déterminée en partie par sa position géographique. C'est Napoléon Bonaparte qui l'a dit. Et j'ajouterais même que la politique étrangère d'un pays comme Haïti est définie majoritairement par sa position géographique. Le fait par nous de nous situer à moins de 2 heures des États-Unis, ce fait-là constitue pour nous une crise et une opportunité. Une crise parce que les États-Unis nous considèrent comme faisant partie de leur cour arrière. Ils ont toujours fait chez nous ce qu'ils ont toujours voulu et jamais pour notre bien. C'est toujours le chaos. Et dans l'Haïti d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine représentent les 2 grandes forces déstabilisatrices du pays à côté des forces internes. La classe politique haïtienne a son très grand lot de responsabilités, n'est-ce pas? La classe des affaires a aussi son très grand lot de responsabilités, mais on ne peut regarder que les forces internes sans considérer ces 2 facteurs externes que sont les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine. En sorte que s'il y a un changement en matière de politique étrangère aux États-Unis, il faut voir comment ce changement-là va se faire sentir dans notre cher Haïti. Donc, le titre de l'émission d'aujourd'hui, il est à dessein provocateur. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, il invite à la réflexion. L'élection de Donald Trump, mauvaise pour les Haïtiens, mais opportunité pour Haïti. Mauvaise pour les Haïtiens, nous allons décortiquer cela. Donald Trump a fait campagne sur les Haïtiens qui se retrouvent avec un statut précaire, qui détiennent un TPS, qui sont arrivés dans le cadre d'un programme humanitaire conçu par Biden et qu'on finit par appeler programme Biden. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui se retrouvent sans statut tout simplement en Haïti et Donald Trump a menacé de les déporter. Nous connaissons l'homme. Il va les déporter. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos frères, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos sœurs. Il a fait campagne là-dessus et les Haïtiens représentent pour Donald Trump, si vous voulez, un bouc émissaire facile. Nous sommes facilement reconnaissables. Ceux qui détiennent le TPS, ceux qui détiennent le programme Biden viennent d'arriver et il sera facile pour Donald Trump et il sera même, si vous voulez, payant pour lui que de pouvoir nous montrer, n'est-ce pas, à ses électeurs comme ceux-là qui mangent, on l'a entendu, les chats et les chiens, n'est-ce pas, des Américains. Il sera facile pour lui de démontrer, écoutez, il tient promesse, il nous déporte. Et donc, il va faire comme George Bush fils avait fait. Il va envoyer, n'est-ce pas,
ces shérifs à 2-3 heures du matin nous cueillir dans notre appartement comme si nous étions de vulgaires marchandises et il va nous déporter et il va aller chercher un trophée auprès de son électorat en disant « je l'avais dit, je le fais ». Et malheureusement, nous sommes seuls. J'ai été tout récemment aux États-Unis pour une conférence dans le sud des États-Unis et j'ai eu le temps d'échanger avec quelques Afro-Américains, quelques Américains noirs. En fait, ils n'aiment pas trop se faire appeler Afro-Américains car pour eux, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et il y en a un qui m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que nous, on prend pour acquis que les Noirs s'entendent et que si Donald Trump crache sur les Haïtiens, les Américains noirs allaient éprouver une certaine solidarité avec nous, nullement. Et ce monsieur-là, qui est d'un certain âge, m'a dit, écoutez, monsieur Fils-Aimé, mon père n'a pas marché auprès de Martin Luther King pour les Haïtiens. Mon père a marché pour moi, il a marché pour nous, n'est-ce pas, les Américains noirs qui étions des esclaves et à qui on avait promis des droits civiques. Il n'a pas marché pour les Haïtiens. Et aujourd'hui, on voit ces Haïtiens-là qui prennent nos jobs, on voit ces Haïtiens-là, n'est-ce pas, qui établissent, n'est-ce pas, leur tente un peu partout. Je vais voter pour Donald Trump. Et cela m'a ouvert les yeux sur le fait que nous sommes seuls. Nous sommes seuls, nous ne pouvons compter sur la solidarité, n'est-ce pas, des Américains noirs. Nous ne pouvons pas compter sur la solidarité des Hispaniques qui ne nous aiment pas non plus d'ailleurs. Et nous ne pouvons même pas compter sur ceux qui nous dirigent pour faire une bonne représentation de nous auprès des dirigeants américains. On l'a vu, les divers ambassadeurs d'Haïti à Washington qui se sont succédés au cours de ces dernières années ont été là pour des causes ignobles. Il y en a un qui a été déclaré tout récemment persona non grata, vous savez pourquoi? Parce qu'il vendait de faux passeports haïtiens à des Russes, imaginez. Il vendait de faux passeports haïtiens à des Vénézuéliens. Il se faisait beaucoup de millions sur le dos d'Haïti en fabriquant de faux passeports, en vendant, n'est-ce pas, des passeports haïtiens à des étrangers, pire à des ennemis des États-Unis. Il a été chassé à coups de pied dans le cul. Et il est retourné en Haïti. Est-ce qu'il a été poursuivi? Est-ce qu'il a été inquiété? Nullement. Nous sommes seuls. Et quand je dis que l'élection de Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour les Haïtiens vivant aux États-Unis pris individuellement, c'est vrai, mais si on comprend bien le sens de l'élection de Donald Trump, ça peut être une opportunité pour Haïti. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump aime Haïti tandis qu'il détesterait les Haïtiens. Je ne suis pas en train de dire que Donald Trump va pratiquer une politique étrangère si différente de ses prédécesseurs républicains ou si différente de ses adversaires démocrates qu'Haïti risque de s'en sortir. Non. Mais sachez, c'est mon mantra. Là où il y a crise, il y a toujours une opportunité. L'élection de Donald Trump recèle, si vous voulez, un potentiel d'opportunité pour Haïti. Tenez, je sais que ça suscite de la réflexion, c'est le but. Je sais que ça vous invite justement à une introspection, c'est le but. Mais retenez bien le titre, l'élection de Donald Trump, mauvaise pour les Haïtiens, mais possiblement une opportunité pour Haïti. Je vous en dirai plus long après la pause que voici. Entre-temps, vous aurez besoin de toute votre tête, vous aurez besoin de toute votre attention, vous aurez besoin de tous vos esprits. L'émission d'aujourd'hui, elle est importante parce que ce qui vient de se produire là aux États-Unis, c'est un tsunami. Il ne s'agit pas d'une simple élection, c'est une élection historique pour l'ordre mondial. Je vous le dis, dans 4 ans à compter d'aujourd'hui, l'ordre mondial ne sera plus le même. On ne parlera plus de l'OTAN comme on en a parlé depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on n'en parlera même plus. On ne parlera plus de la guerre russo-ukrainienne telle qu'on en parle depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Eh bien, la réélection de Donald Trump va changer beaucoup de choses. La réélection de Donald Trump va changer des choses pour les Haïtiens.
elle pourrait changer les choses pour Haïti si on sait lire les signes des temps. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et bien sûr qu'on va parler de la rivalité Conille-Voltaire, de la rivalité Primature-CPT, mais tout cela en dernier ressort, car en vérité, cette rivalité-là est le cadet de mes soucis aujourd'hui. Il faudra considérer ce tsunami, ce récif, cet iceberg, ce grand éléphant dans la pièce que constitue la réélection ô combien convaincante de Donald Trump. À tout à l'heure, les amis. Je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À bientôt. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de décortiquer autant que faire se peut. Nous sommes dans le journalisme, nous ne sommes pas dans l'histoire, il faut laisser du temps au temps. Mais on s'était quand même promis de décortiquer autant que faire se peut, autant que cette courte distance entre ce qui s'est passé mardi et nous peut nous être utile. Donc on va analyser cette élection. Il y a des leçons faciles à saisir, il y a des leçons immédiates à saisir et il nous faut en parler. La première leçon à saisir, c'est que la morale, la moralité compte pour peu de choses dans l'esprit d'un électeur. Ce qui compte pour un électeur, ce sont ses besoins primaires. Des besoins primaires comme le manger et le boire. Des besoins primaires comme est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir faire mon épicerie? Les choix de ces dernières élections ont été tellement antagoniques que si les humains, si les Américains étaient portés par des questions de moralité, eh bien, c'est Kamala Harris qui aurait été élu. D'un côté, vous avez un monsieur qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des femmes. De l'autre côté, vous avez une femme qui a fait carrière comme procureur. D'un côté, vous avez un homme qui a été reconnu coupable de fraude, de tricherie, de corruption. De l'autre côté, vous avez une femme qui poursuivait les corrompus. D'un côté, vous avez un homme qui ment comme il respire. D'un autre côté, vous avez une femme qui fait attention justement à ce qu'elle doit dire pour s'assurer que ce qu'elle dit est conforme à la réalité. Et pourtant, quel a été le résultat? Mais l'électeur américain a dit « Donald Trump est perçu comme celui qui peut m'aider à payer mon épicerie. » Si vous comprenez le sens de l'élection, le référendum, enfin les élections étaient un référendum sur Donald Trump. La manière dont les démocrates ont construit la campagne de Kamala Harris et même celle de Biden, eh bien, ils l'ont construite, cette campagne-là, n'est-ce pas, comme étant un référendum sur Trump. Trump, on l'a vu, c'est un agresseur de femmes. Trump, on l'a vu, c'est un tricheur. Trump, on l'a vu, c'est un homme corrompu. Et là, vous avez une femme qui était procureure des États-Unis, qui était procureur d'un grand État aux États-Unis, l'État de la Californie. Est-ce que vous allez choisir un tricheur aux dépens d'un procureur? Est-ce que vous allez choisir un agresseur de femmes aux dépens d'une femme?
Mais l'électeur a posé une autre question que Trump a réussi à instiller dans son esprit. L'économie va mal. L'inflation est grande aux États-Unis. Je suis un homme d'affaires. J'ai réussi. Je peux résoudre vos problèmes économiques. Je peux vous aider à payer votre épicerie. Je peux vous aider à payer, n'est-ce pas, votre loyer. Dès que l'électeur a perçu Donald Trump comme étant celui qui peut résoudre ses besoins élémentaires, ses besoins primaires, il a dit au diable la moralité. Au fait, si vous pensiez que les humains étaient portés par les grandes questions morales, vous êtes naïfs. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué dans ma vie de jeune intellectuel, jeune universitaire. Ce livre-là, je vous en recommande la lecture. Il s'intitule « Le syndrome de Pinocchio en politique ». Il est écrit entre autres par André Pratt. André Pratt, c'est un journaliste respectable du Canada qui était rédacteur ou éditeur du journal La Presse. Donc son livre, Le syndrome de Pinocchio en politique. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris diverses campagnes électorales dans divers pays en Occident, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et il a comparé des candidats qui ont choisi de dire la vérité à l'électeur à des candidats qui ont choisi tout simplement de mentir, comme Donald Trump. Et à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois, l'électeur a choisi celui qui ment. C'est comme si l'humain n'aime pas voir la vérité nue. C'est comme si l'humain n'aime pas résoudre ses problèmes politiques par le prisme de la morale. La morale, c'est pour la religion. La morale, c'est pour les églises. La morale, c'est pour, si vous voulez, la spiritualité. Mais s'agissant des lecteurs, ce qui compte pour lui, ce sont ses besoins primaires. Dès qu'il te perçoit comme étant celui qui va résoudre ses problèmes, comme le boire et le manger, comme comment faire son épicerie, comme comment payer son loyer, mais au diable des questions de moralité. Pinocchio, dans la littérature, n'est-ce pas, mondiale, c'est cet enfant-là, ce personnage fictif qui aimait mentir et qui, à chaque fois qu'il mentait, voyait son nez, n'est-ce pas, s'allonger. En sorte que le syndrome de Pinocchio est devenu le syndrome du menteur. Et ce syndrome-là, reconnaissons-le, il est très répandu dans la classe politique. Ce livre-là m'avait marqué, dis-je, le syndrome de Pinocchio en politique. André Pratt a fait la démonstration, bon Dieu, incontestable que la politique se fait dans le mensonge et l'électeur invite, pour ainsi dire, le politicien à lui mentir. Quand un politicien lui dit la vérité, il l'envoie aux églises et il préfère voter pour celui qui lui ment, mais qui se présente comme pouvant régler ses problèmes quotidiens. Le syndrome de Pinocchio en politique. Et au fait, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit. Donald Trump ment, Donald Trump triche, Donald Trump est corrompu, Donald Trump agresse les femmes, mais c'est un homme d'affaires qui réussit. L'électeur dit, ah, lui au moins il pourra résoudre mes problèmes économiques. C'est à ce point vrai que Winston Churchill, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, mais homme de lettres, n'est-ce pas, Nobel de littérature, il a fait une citation qui me marque aussi. Il a dit, vous savez, en politique ou en temps de guerre, la vérité est un bien si précieux, écoutez bien, qu'il faut la protéger par un bouclier de mensonges. Je vais reprendre cette citation. Il est doué pour les formules antinomiques, les formules, si vous voulez, contradictoires, mais formules de sagesse, n'est-ce pas? Il a dit, Churchill, en politique ou en temps de guerre, la vérité est un bien si fragile, la vérité est un bien si précieux qu'il faut la protéger, cette vérité-là, par un bouclier de mensonges. Autant dire, gardez la vérité pour vous, gardez la vérité pour un petit cercle, protégez cette vérité par un bouclier de mensonges et l'électeur votera pour vous. C'est cynique,
c'est déroutant. Ceci nous invite presque à perdre foi en l'humanité. Mais l'autre disait, les vertus se perdent dans des intérêts. C'est La Rochefoucauld qui le disait. Les vertus se perdent dans des intérêts comme les fleuves dans les mers. Ne pensez pas que les humains sont portés par de grandes questions morales. Ne pensez pas que des humains sont portés par des grandes questions de vertu. Foutaise que tout cela. Ça, c'est pour les livres, c'est pour les intellectuels qui écrivent, qui donnent des cours, c'est pour des prêtres qui prêchent, n'est-ce pas, du haut d'une chaire et qui vont sodomiser des enfants. Mais les humains sont mobilisés par des questions beaucoup plus simples. Donald Trump peut-il mieux m'aider à payer mon loyer que Kamala Harris? Je m'en fous de ses valeurs morales ou de ses contre-valeurs, je voterai pour lui. Donald Trump peut-il faire en sorte que l'inflation diminue? Même s'il est agresseur de femmes, je m'en fous, je ne voterai pas pour une femme, je voterai pour Donald Trump. De toute manière, chacun se bat pour ses propres intérêts. Et c'est l'une des premières leçons à tirer. J'échangeais avec mes filles, qui sont devenues des adultes maintenant, sur la réélection de Trump, et elles m'ont trouvé tellement cynique lorsque je leur ai parlé du syndrome de Pinocchio. D'abord, je les invite à le lire d'ailleurs. Le syndrome de Pinocchio en politique, ce n'est pas vrai que les humains sont portés par des questions morales. La morale n'a à peu près aucune importance dans la politique de tous les jours. Ce qui compte, est-ce que je peux payer mon loyer? Suivez bien. Quand l'électeur mange bien, quand il envoie ses enfants à l'école, quand il trouve un médecin en cas de maladie, lorsqu'il trouve de bonnes routes, il s'en fout que son pays exploite d'autres pays. Ce qu'on appelle aujourd'hui des pays développés, j'aime à vous le dire, les États-Unis, le Canada, la France, ce sont des pays qui pillent d'autres pays. Mais pensez-vous que la population de ces pays pilleurs-là s'émeuvent des pays pillés? Non. La population de ces pays-là se réjouit de leur gouvernement si cette population-là, peut manger à sa faim, peu importe ce que le gouvernement fait pour donner ce bien-être, cette prospérité à sa population, la population s'en fout. De toute manière, tous ceux qui font de la communication politique, ceux qui font de la politique savent que l'électeur a la mémoire courte. Ce que vous avez promis il y a 4 ans, il l'oublie 4 ans plus tard, dès lors qu'il vous perçoit comme étant celui ou celle qui va résoudre, n'est-ce pas, ses problèmes économiques. Kamala faisait campagne sur des sujets un peu, ma foi, éthiques. Le fait que la femme doive être propriétaire de son propre corps. Est-ce que la femme peut choisir d'elle-même de se faire avorter ou non sans que l'État n'intervienne? Ouais. Ce sont des questions qui sont intéressantes dans un cours d'éthique à l'université. Ce sont des questions qui sont intéressantes dans un cours de droit de la personne à l'université. Mais l'électeur, il s'en fout. Il dit, écoutez, moi, il y a une inflation qui me casse les couilles. Donald Trump, comme homme d'affaires prospère, peut m'aider à résoudre le problème. Du moins, on le perçoit comme tel. Au diable des questions d'agression des femmes, au diable des questions de moralité, on s'en fout. Donc, c'était ça, pour moi, l'une des leçons à saisir. Et comme je vous dis, ce qui vient se passer aux États-Unis, c'est presque une invitation à perdre espoir dans l'humain. Je vais le dire autrement. Ce qui vient de se passer aux États-Unis révèle l'humain tel qu'il est. L'humain n'est mobilisé que par des besoins primaires. Il s'intéresse aux grandes questions philosophiques quand il a le ventre rempli, quand son loyer est assuré, quand son épicerie est assurée. Mais quand il y a une inquiétude par rapport à ces questions-là, faites-moi confiance, des grands enjeux éthiques, des grandes questions morales, c'est pour des profs d'université qui ont du temps à perdre. Alors, une fois qu'on a tiré cette première leçon, ma foi, d'ordre philosophique, d'ordre éthique, d'ordre moral, regardons en quoi la réélection de Donald Trump va changer la face du monde. Laissez-moi vous dire, dans 4 ans, l'ordre du monde ne sera plus le même. Regardons, nous connaissons l'homme maintenant, parce qu'il a déjà été président. La première fois, il était comme pris de court.
Vous vous souvenez de la soirée électorale de Donald Trump lorsqu'il venait d'apprendre qu'il venait d'être élu, même lui-même n'y croyait pas, parce que l'homme, il était entré là pour faire du marketing politique, parce qu'il savait qu'après avoir été candidat aux élections, ça allait lui rapporter pour ses Trump Towers à travers le monde, etc. Et là, il est pris de court, il est élu président. Ça lui a pris un certain temps pour porter le costume de président. Sauf que là, il a eu un battement de 4 ans. Il y a eu une espèce d'intermède de 4 ans. Et il voulait revenir pour des raisons personnelles, parce qu'il était poursuivi au criminel, il était poursuivi au civil. Eh bien, on aurait pu le jeter dans la faillite. Il revient. Il a préparé sa réélection pendant 4 ans. Et il se dit, je vais changer non seulement la face des États-Unis, je vais changer la face du monde pour qu'on ne m'emmerde plus. Comment va-t-il changer la face des États-Unis? Il va nommer des juges à tort et à travers, des juges qui lui ressemblent, des juges conservateurs, en sorte que des questions auxquelles les démocrates semblaient être sensibles, n'est-ce pas, jusqu'à présent, vont être tout simplement reléguées aux oubliettes, sinon aux orties, parce qu'il va changer, il va nommer des juges à chaque fois que l'opportunité va se présenter à lui. Bon. N'étant pas américain, les Américains devront vivre avec les conséquences de cela du point de vue du pouvoir, n'est-ce pas, judiciaire. Pouvoir tellement important. Mais c'est l'exécutif qui nomme, n'est-ce pas, les juges. On l'a vu. C'est l'exécutif qui nomme à la Cour suprême. Donald Trump a déjà changé la configuration de la Cour suprême en ce qu'il en a fait une cour extrêmement rétrograde, une cour extrêmement conservatrice. Mais il va continuer à le faire. Parce que l'homme était littéralement terrorisé par ces diverses poursuites que lançait contre lui le département de la justice. Il va changer, il va transformer ce département de la justice à son image, si bien que après son mandat, on risque de se retrouver avec un autre Trump, sinon une fille Trump. Ce qu'il veut, c'est faire une dynastie, car il a une passion pour les dynasties. Il a une passion pour les pouvoirs qui durent longtemps. Et en parlant de pouvoirs qui durent longtemps, on sait l'amitié qui lie Donald Trump et Vladimir Poutine. Imaginez, pendant ces 4 ans d'intermède, on nous dit que Donald Trump a échangé pas moins de 7 fois avec Vladimir Poutine. C'est comme si les deux hommes se redonnaient rendez-vous en 2025. Et l'une des premières récompenses, l'un des premiers cadeaux qu'il va faire à Vladimir Poutine, mais il va définancer, il va réduire à néant le financement, si vous voulez, de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. D'ailleurs, vous connaissez ma lecture de la chose. J'ai toujours dit, dès le déclenchement de cette guerre, que c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient responsables de cette guerre. Les États-Unis d'Amérique de George Bush père, les États-Unis d'Amérique de George Bush fils, les États-Unis d'Amérique de Barack Obama, les États-Unis d'Amérique de Biden qui poussaient, n'est-ce pas, l'Ukraine à entrer dans l'OTAN et à violer, pour ainsi dire, une espèce d'accord qui existait entre le monde occidental et la Russie à l'effondrement de la Russie soviétique. Vladimir Poutine s'était entendu avec les Occidentaux en leur disant, écoutez, il ne faut pas que vous traversiez une certaine ligne en allant chercher des alliés un peu partout parmi les anciens pays de la Russie soviétique. Or voilà que les Barack Obama, les George Bush père, les George Bush fils, les Joe Biden ont poussé pour que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Alors là, en réaction, ce qu'on appelle la légitime défense, Vladimir Poutine a dépêché l'armée russe en Ukraine. Alors ne venez pas me dire que c'est Vladimir Poutine qui a déclenché cette guerre. Non seulement les États-Unis ont poussé pour cette guerre, mais ils ont mobilisé tout le monde occidental. Ils ont vassalisé tout le monde occidental par le truchement de l'OTAN pour faire la guerre aux Russes
par pays interposé en se servant de l'Ukraine. Donald Trump l'a dit pendant toute sa campagne. Son vice-président Vance l'a dit pendant cette campagne. Nous allons définancer l'Ukraine et nous allons forcer l'Ukraine à donner aux Russes ce qu'ils veulent. Et l'une des choses que veut Vladimir Poutine, c'est un engagement formel de l'Ukraine de ne jamais faire partie de l'OTAN, sinon de renoncer à sa volonté de faire partie de l'OTAN pendant au moins 20 ans. Et l'Ukraine ne tiendrait pas une seconde si ce n'était du financement de cette guerre par les pays de l'OTAN, du financement de cette guerre par les États-Unis, du financement de cette guerre par les pays occidentaux, dont le Canada, la France, etc. En plus, ces pays occidentaux, précisément parce qu'ils sont vassalisés par les États-Unis, sont allés jusqu'à geler dans des banques les fonds russes. Alors, dès lors que Donald Trump reviendra au pouvoir en janvier prochain, l'une des premières choses qu'il va faire, il va dégeler les fonds qui ont été confisqués, les fonds russes qui ont été confisqués. Il va dire à Zelensky, écoutez, votre affaire n'a pas de gueule, donnez à Vladimir Poutine ce qu'il vous demande, qu'on en finisse. En tout cas, je ne vais plus mettre un seul dollar américain dans cette sale guerre. Donc, l'élection de Donald Trump va changer quelque chose de gros dans cette guerre. Mais pire, pour les pays de l'Occident. Donald Trump, on l'a vu dans son premier mandat, ne croit pas à ces accords multilatéraux qui reflètent pour Donald Trump un certain temps, le temps d'une guerre froide entre le monde occidental et, n'est-ce pas, le bloc de l'Est, où d'une part on avait, n'est-ce pas, les pays de l'OTAN et d'autre part les pays du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie n'existant plus, Donald Trump a déjà dit, écoutez, à quoi nous sert-il d'avoir l'OTAN quand ce sont les États-Unis qui financent l'OTAN ? Et on l'a vu faire pression sur les pays de, n'est-ce pas, de l'OTAN, en particulier sur les pays de l'Europe, sur le Canada, en leur disant, écoutez, nous avons une association, mais c'est nous les Américains qui supportons tous les frais. Il n'est pas impossible que Donald Trump désengage des États-Unis de l'OTAN. D'ailleurs, plusieurs anciens conseillers de Donald Trump qui sont devenus par la suite, n'est-ce pas, ses ennemis, ont mis en garde le monde en disant, dans certaines réunions, Donald Trump nous disait qu'en cas de réélection, mais il allait désengager les États-Unis de l'OTAN. Et quand on y pense bien, quel avantage l'OTAN offre-t-il aux États-Unis d'Amérique? Les États-Unis sont une si grande puissance militaire qu'ils n'ont pas besoin des pays de l'OTAN en cas de conflit avec la Russie. Donc, l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, Donald Trump a raison, rapporte plus aux pays de l'OTAN qu'aux États-Unis. La France tire beaucoup plus d'avantages d'être membre de l'OTAN que les États-Unis d'Amérique. Un pays comme le Canada, qui n'a qu'une armée très faible, mais qu'on dit avec euphémisme, une armée moyenne, tire plus d'avantages d'être membre de l'OTAN que les États-Unis. Et pourtant, le Canada a laissé les États-Unis, n'est-ce pas, s'engager financièrement beaucoup plus que lui, qui pourtant en a besoin, dans l'OTAN. Alors, un Donald Trump qui est un homme d'affaires, qui sait compter, qui voit un signe de dollar dans tout ce qu'il fait. Il va regarder les chiffres, il va dire, écoutez, qu'est-ce que cela nous rapporte d'être membre de l'OTAN? Si jamais la Russie devait nous déclarer la guerre, nous sommes suffisamment forts pour riposter à la Russie sans que nous n'ayons besoin des pays d'Europe ou sans que nous n'ayons besoin du Canada. Alors imaginez, si Donald Trump désengageait les États-Unis, n'est-ce pas, de l'OTAN, les pays de l'Europe seraient complètement déstabilisés et le Canada, hélas, se retrouverait tout seul, livré, si vous voulez, aux attaques potentielles de la Russie, livré aux attaques potentielles de la Chine. Et vous comprenez pourquoi l'élection de Donald Trump, sa réélection, n'était pas du tout souhaitée par les pays de l'Occident. Si on avait qui souhaitait l'élection de Donald Trump, c'était en toute priorité, n'est-ce pas, Vladimir Poutine.
Et celui, enfin le numéro 1 de la Corée du Nord, Kim Jong-un, n'est-ce pas, qui est admiré par Donald Trump et qui commençait à avoir un accord avec lui. Mais un gars comme Emmanuel Macron en France, ou le Premier ministre, n'est-ce pas, du Royaume-Uni, ou le Premier ministre du Canada, faites-moi confiance, ils ne sont pas contents. Et Donald Trump s'en fout royalement. Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est un commerçant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du commerce de pays à pays et de revoir les règles selon ses propres caprices. Il va renégocier, n'est-ce pas, l'accord de la LENA avec le Canada et le Mexique. Il va renégocier les divers accords des États-Unis avec la Chine ou l'Occident, en sorte que dans 2 ans, dans 3 ans, à compter d'aujourd'hui, l'ordre mondial, tel qu'on l'a connu depuis la Seconde Guerre mondiale, ne sera plus le même. Et en vérité, ça fait mon affaire. Parce que je ne suis pas pour un monde unipolaire où les États-Unis peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je ne suis pas pour un monde, n'est-ce pas, où les États-Unis vassalisent tous les pays de l'Europe. Non. Je suis pour un monde dans lequel il y ait un certain équilibre entre, si vous voulez, le bloc de Shanghai et les États-Unis. Je suis pour un monde où il y a un certain équilibre entre les pays du BRICS et les États-Unis. Et aussi longtemps qu'on avait un démocrate, n'est-ce pas, au bureau ovale, mais il faisait en sorte qu'il gardait le monde occidental sous la griffe des États-Unis. Et là, Donald Trump va foutre la hache dans cela. Et je vous le dis, je n'en suis pas malheureux. Je n'aime pas Donald Trump. Au fait, Donald Trump, c'est le genre de personnage que je ne peux même pas sentir en portrait, comme on dit. Mais pourtant, lorsque je regarde la chose sans état d'âme, je dis Donald Trump risque d'être l'instrument, ah oui, j'ose le dire, Donald Trump risque d'être l'instrument pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Un monde pluripolaire, un monde, n'est-ce pas, dans lequel la Russie va retrouver une certaine puissance, la Chine va retrouver une certaine puissance, un monde dans lequel certaines puissances régionales vont compter, un monde dans lequel les pays de l'Europe vont être orphelins de leurs pères nord-américains, en sorte qu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls et négocier à chaque fois tout seuls. En vérité, l'élection de Donald Trump n'est pas pour me faire pleurer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est au niveau géopolitique mondial. Mais il faudra regarder la chose aussi. Qu'est-ce que l'élection de Donald Trump vient bouleverser dans le rapport d'Israël avec les pays arabes? Cela, nous le ferons après la prochaine pause. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. En matière de politique internationale, bizarrement, Donald Trump sera un pacificateur. Les démocrates, même s'ils vous offrent un beau sourire, ce sont des va-t-en-guerre. Barack Obama, j'avais écrit un article là-dessus, c'est un va-t-en-guerre. Barack Obama avait lancé ou entretenu plus de guerres que George Bush. Il ne faut pas croire que Barack Obama, parce qu'il souriait, parce qu'il a l'air d'un gentleman en matière de politique étrangère, Barack Obama, c'est un va-t-en-guerre, même un pire va-t-en-guerre que George Bush. Et Donald Trump, précisément parce que c'est un homme d'affaires, parce qu'il a des squelettes dans le placard que les Russes détiennent, mais il voudra faire la paix avec les Russes. Donald Trump va faire la paix avec la Corée du Nord. Il avait commencé.
Il avait commencé à le faire. Donc il y a une bonne partie du monde qui sera pacifiée grâce à Donald Trump, que je n'aime pas. Je vous l'ai déjà dit, l'homme en tant que tel m'énerve. L'homme en tant que tel est aux antipodes de mes valeurs. Mais au niveau de sa politique étrangère, au niveau de ce qu'il représente comme politicien, il va être l'instrument de tout ce que j'ai toujours souhaité. Il va opter pour un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Donc, le monde va redevenir multipolaire. Il va cesser d'emmerder, n'est-ce pas, la Corée du Nord. La Corée du Nord va, si vous voulez, respirer d'aise sous un mandat de Donald Trump. Maintenant, regardons, en tant que noiristes, en tant qu'africanistes, ce qui risque de se passer en Afrique. On sait qu'avec les démocrates, la France faisait tout ce qu'elle voulait en Afrique. La France est ce qu'elle est parce qu'elle pille, parce qu'elle viole, parce qu'elle déstabilise l'Afrique. Avec un Donald Trump qui revient au pouvoir, et on sait que Donald Trump n'a pas beaucoup de sympathie pour l'État français, Donald Trump va vouloir négocier de pays à pays avec chaque pays africain. Et donc, ça va être l'opportunité, si les chefs d'État africains savent lire les signes des temps, ça va être l'opportunité pour eux de sortir de certaines institutions très coloniales dans lesquelles la France les a gardés, si vous voulez, comme mineurs. La francophonie, qu'est-ce qu'on a à foutre de la francophonie comme Africains ? Quelle gloire y a-t-il à faire partie d'une association très coloniale créée par la France pour dire, écoutez, voici mes anciens pays que j'ai colonisés et que je continue de coloniser culturellement, je les réunis dans une espèce d'association qu'on appelle la francophonie. Qu'est-ce qu'on a à foutre de cela ? Eh bien, j'invite les pays africains à négocier d'État à État avec Donald Trump. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. L'Afrique regorge de ressources dont les États-Unis vont avoir besoin. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une ère de virage énergétique. Eh bien, ils pourront négocier avec Donald Trump, négocier, n'est-ce pas, avec des compagnies américaines. Nous avons telles ressources, voici ce que nous exigeons et voici ce que nous vous offrons en retour. Et faire ainsi un pied de nez à la France qui, en plus de vous exploiter, vous humilie, ne vous considère même pas comme des animaux, profitez de la réélection de Donald Trump pour vous affranchir de tous ces accords secrets, de tous ces accords, n'est-ce pas, par lesquels la France vous pillait et volait vos ressources. Ça, c'est par rapport à l'Afrique. Donc, vous voyez que l'élection de Donald Trump pour l'Afrique devrait être une bonne nouvelle si les chefs d'État africains, si les politiciens africains savent lire les signes des temps. Bon, pour le monde arabe, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Et l'élection de Donald Trump est même une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour quelle raison ? Parce que Donald Trump est très proche d'Israël. La seule fille de Donald Trump a épousé un juif qui est très puissant dans son cabinet et qui va revenir encore plus puissant. Et Donald Trump va, pour ainsi dire, signer un chèque en blanc à toutes les politiques nazies, à toutes les politiques fascistes, n'est-ce pas, de Benjamin Netanyahou vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des Arabes. Peut-être que le seul espoir des pays arabes, c'est de regarder du côté des puissances pétrolières, ceux qui détiennent le pétrodollar. Parce que Donald Trump, on le sait, ne croit pas trop, n'est-ce pas, dans cette histoire de réchauffement climatique. Il avait dit qu'il va continuer à creuser des puits pour aller chercher le pétrole. Et donc, il a toujours été, il est proche de ces pays qui détiennent le pétrole comme ressource. Peut-être que eux, ces pays-là, s'ils sont solidaires de leurs frères ou de leurs confrères arabes, pourront faire pression sur Donald Trump pour qu'il modère, pour qu'il tempère, pour ainsi dire, la politique américaine d'Israël vis-à-vis des pays arabes et qu'il y ait, si vous voulez, un jeu d'équilibre. C'est clair que l'élection de Donald Trump est une très mauvaise nouvelle pour l'Iran. Il a menacé, n'est-ce pas, d'effacer l'Iran de la face de la terre. Et donc, ça risque de chauffer. Ça risque, n'est-ce pas, d'être encore plus volatile
Surtout qu'en Israël, on a un Benjamin Netanyahou qui ne jure, n'est-ce pas, qu'à rester au pouvoir et pour y rester, à faire la guerre contre tout le monde et son père. Et donc pour le monde arabe, ça risque d'être très chaud, ça risque d'être très déstabilisateur, n'est-ce pas, le fait d'avoir un Donald Trump au bureau ovale. Et le seul espoir réside justement dans ces puissances pétrolières que sont les Émirats arabes unis, des pays comme, si vous voulez, des pays de l'OPEP, quoi. Eh bien, si ces pays-là montraient leur solidarité vis-à-vis des peuples arabes, alors ça pourrait contribuer à tempérer, à modérer, si vous voulez, les politiques, n'ayons pas peur des mots, des politiques fascistes, des politiques nazies, d'Israël, de Benjamin Netanyahou, encouragé par les États-Unis, que ce soit avec les démocrates ou encore plus avec Donald Trump. Maintenant, le titre de l'émission, je vous l'ai dit, l'élection de Donald Trump, mauvaise nouvelle pour les Haïtiens et possible opportunité pour Haïti. Mais pourquoi c'est mauvais pour les Haïtiens? Donald Trump, je l'ai dit en introduction, va tenir parole. D'ailleurs, quand on vient d'être élu, et surtout quand on est entouré, n'est-ce pas, de Trumpistes pur jus, beaucoup d'entre eux des racistes, des gens qui croient au suprémacisme blanc, ils vont chasser les Haïtiens pour montrer aux Américains blancs qu'ils tiennent promesse et qu'ils sont en train de, si vous voulez, reblanchir l'Amérique. Quand Donald Trump parle de rendre à l'Amérique sa grandeur, eh bien, inconsciemment, ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas, aux Américains blancs, quand il tape sur l'immigration, c'est que je vais vous redonner une Amérique blanche. Voilà pourquoi il tape sur les immigrants, il tape sur les latinos, il tape sur les Mexicains, mais il tape sur les Haïtiens, qui, comme je le dis, n'est-ce pas, constituent un bouc émissaire facile. En ceci, il ne sera pas le premier. Sauf que les déportations que les Haïtiens vont subir de la part de Donald Trump seront plus médiatisées. Elles seront probablement, n'est-ce pas, télévisées, car Donald Trump, c'est un homme de spectacle. Il voudra donner un show sur le dos des Haïtiens. Rappelons que George Bush déportait des immigrants. Barack Obama a déporté plus d'immigrants que les présidents des 20 dernières années réunis. Biden a déporté des Haïtiens, hein, on l'a vu. Même au moment où les choses étaient devenues les plus chaotiques en Haïti, quand les gangs contrôlaient, n'est-ce pas, l'agglomération de Port-au-Prince, ils s'entendaient avec Ariel Henry pour déporter les Haïtiens. Donc, il va nous déporter. En ceci, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Mais ce qui est mauvais pour les Haïtiens pris individuellement pourrait être une opportunité pour Haïti. Puisque c'est le dernier point de l'émission, on va observer une toute dernière pause et je reviendrai avec ce que l'élection de Trump pourrait représenter en termes d'opportunités pour nous. À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Alors, abordons ce point. En quoi l'élection de Donald Trump pourrait représenter une opportunité pour Haïti? On l'a vu, c'est une menace terrible pour les Haïtiens en tant qu'individus pour les raisons que l'on vient de voir. Mais avant de parler de cette opportunité qu'on pourrait tirer de l'élection de Donald Trump,
je veux tout de suite défaire un malentendu. Qu'on soit président démocrate ou président républicain, la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti est la même. Jean-Bertrand Aristide a été renversé sous un gouvernement républicain. Il a subi son premier coup d'État alors que George Bush père était président. Vous savez, quand Cédras l'a renversé, donc c'était George Bush père, président républicain. Bill Clinton a fait campagne sur la promesse de ramener Jean-Bertrand Aristide, ce qu'il a fait, mais c'est aussi Bill Clinton qui a contribué à renverser Jean-Bertrand Aristide, lui-même l'a dit. C'est aussi ce Bill Clinton qui, lorsqu'il a ramené Jean-Bertrand Aristide en Haïti, n'est-ce pas, lui a entré dans la gorge un accord qui a fini par détruire l'autonomie alimentaire haïtienne, au point que Bill Clinton lui-même s'en est confessé. Le deuxième coup d'État d'Aristide a eu lieu sous un autre gouvernement républicain, George Bush fils, mais tout le chaos d'Haïti de ces dernières années, après le coup d'État le deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, orchestré, comme on l'a vu, n'est-ce pas, par George Bush père, enfin George Bush fils, on a eu Barack Obama. La politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti ne s'est pas améliorée. Je vous rappelle que c'est sous Barack Obama que des syndicats ouvriers haïtiens dans des manufactures américaines fonctionnant en Haïti ont lutté pour augmenter le salaire minimum. Mais c'est Barack Obama qui s'est opposé à une augmentation de 20 ou 30 sous de l'heure. Barack Obama, président, n'est-ce pas, démocrate, et noir de surcroît. C'est sous une administration démocrate qu'on nous a entré dans la gorge le très malveillant pour le pays Michel Martelly. N'oublions pas que c'est Barack Obama qui était président des États-Unis, c'est Hillary Clinton qui était secrétaire d'État lorsqu'on nous a organisé cette fraude électorale massive pour nous entrer dans la gorge Michel Martelly. Après Michel Martelly, Jovenel Moïse. Après Jovenel Moïse, n'est-ce pas, Ariel Henry. Mais ça, c'est une administration démocrate. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, une très grande révélation. Je vous l'ai dit, j'ai été aux États-Unis il y a 3 semaines maintenant, présenter une conférence dans le Sud, et j'ai rencontré une dame haïtienne, avocate, enfin, haïtiano-américaine. Elle est arrivée, n'est-ce pas, aux États-Unis très jeune, elle devait avoir 2-3 ans, donc elle a grandi, elle a été scolarisée, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est une dame très impliquée dans la politique républicaine aux États-Unis. Elle fait partie même de la garde rapprochée de Donald Trump. Et elle m'expliquait, elle me dit, Monsieur Fils-Aimé, vous savez que le plan pour assassiner Jovenel Moïse se trouvait dans les cartons de la CIA depuis l'ère de Donald Trump. Et il faut bien qu'on replace les choses, n'est-ce pas, dans leur rapport historique. Effectivement, vous vous souvenez, Jovenel Moïse est élu en 2016 de mémoire. Et en 2016, jusqu'en janvier 2021, qui est le président des États-Unis? C'est Donald Trump. Et précisément parce que Jovenel Moïse commençait à être perçu comme un loose cannon qui cherchait à se rapprocher des pays du bloc de Shanghai, en particulier de la Russie, la CIA formait déjà le plan de l'assassiner. Et le plan pour assassiner Jovenel Moïse se trouvait déjà dans les cartons de la CIA sous Donald Trump, la fin de Donald Trump. Et Donald Trump s'est opposé pour une raison simple, comprenez-moi bien. Il a dit, écoutez, si on assassine le président, n'est-ce pas, d'Haïti, le chaos va être encore plus grand, beaucoup d'Haïtiens vont se présenter à notre frontière pour demander l'asile. Eh bien, non, on ne veut pas avoir ces gens-là chez nous. Pour éviter de les avoir chez nous, je n'approuve pas le plan d'assassinat de Jovenel Moïse. Donald Trump sitôt parti, Biden est monté, n'est-ce pas, en janvier 2021. 6 mois plus tard, Jovenel Moïse fut effectivement assassiné.
Alors ne venez pas me dire que, n'est-ce pas, avec les démocrates, les Haïtiens sont mieux traités. Foutaise que tout cela. Ceux qui vous disent ça sont en train de vous mentir. Donald Trump déteste les Haïtiens. Ils vous le disent. Ils n'aiment pas Haïti. Ils vous le disent. Les démocrates détestent les Haïtiens. Ils ne vous le disent pas. Ils déstabilisent Haïti. Ils refusent que vous l'admettiez. Ils refusent que vous le voyiez, cela. Alors, précisément parce que Donald Trump n'aime pas les Haïtiens, il n'aime pas les voir aux États-Unis, précisément parce que les Haïtiens représentent pour Donald Trump, n'est-ce pas, cette tache noire qu'il n'aimerait pas voir, eh bien, il va rapidement faire le lien de cause à effet entre plus de chaos en Haïti, plus de demandeurs d'asile aux États-Unis. Alors, le contraire est aussi vrai. Hein? Si on veut avoir moins d'Haïtiens demandeurs d'asile, moins d'Haïtiens demandeurs de TPS, moins d'Haïtiens demandeurs du programme Biden aux États-Unis, il faudra faire baisser, n'est-ce pas, le désordre en Haïti, de manière à ce que les Haïtiens aient plus de goût de rester chez eux. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, si vous voulez comprendre la malveillance des démocrates vis-à-vis des Haïtiens et vis-à-vis d'Haïti, je vous donne deux exemples. Au moment où Biden a conçu son programme humanitaire, n'est-ce pas, qui va permettre à des Haïtiens de quitter même sans visa, les Haïtiens étaient tous les jours dans la rue demandant le départ d'Ariel Henry. Et la chute d'Ariel Henry était quelque chose, n'est-ce pas, de prévisible. Et comme par hasard, le département d'État a conçu un programme grâce auquel les Haïtiens pouvaient quitter Haïti vers les États-Unis sans même avoir un visa. Et l'ambassade américaine en Haïti est allée jusqu'à menacer les Haïtiens qui veulent quitter dans le cadre du programme Biden de ne pas participer aux manifestations anti-Ariel. Et depuis ce temps-là, plus de manifestations anti-Ariel. Et donc, si vous pensez qu'il n'y a pas un lien entre, n'est-ce pas, ce programme Biden et, n'est-ce pas, si vous voulez, la déstabilisation d'Haïti, mais vous êtes naïf. Et qu'est-ce que vous avez réalisé? Aussi longtemps qu'il y avait ce programme Biden, il n'y avait plus aucune volonté pour les Haïtiens de manifester contre leurs dirigeants pour que le problème de sécurité se règle, pour que, n'est-ce pas, nos problèmes sociaux soient réglés. Puisqu'on avait l'espoir de partir pour laisser Haïti, eh bien, on disait, peu importe ce qu'ils font, les politiciens haïtiens, on a l'espoir de quitter Haïti vers les États-Unis. Or, précisément parce que Donald Trump n'aime pas voir les Haïtiens aux États-Unis, il va fermer, n'est-ce pas, le programme Biden, il va révoquer le TPS, et les Haïtiens vont se dire, puisque nous n'avons pas de pays, n'est-ce pas, de rechange, nous allons faire ce qu'il faut pour que notre pays change. Et précisément parce que c'est le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti qui provoque justement le départ massif des Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut pas voir les Haïtiens quémander l'asile, quémander le TPS aux États-Unis, eh bien, il va passer l'ordre au département d'État de foutre la paix aux Haïtiens de manière à ce que ces derniers restent. Je vous l'ai dit, les États-Unis et la République dominicaine sont les deux plus grandes forces déstabilisatrices d'Haïti. Les armes qui tuent les Haïtiens, les armes qu'on retrouve aux mains des barbecues de Vite et l'Homme viennent des États-Unis. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant, vous l'avez vu pendant ces 2 dernières semaines, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a admis candidement sur la chaîne Télémétropole que oui, il rencontre les chefs des gangs, il établit des contacts avec eux, il les reçoit. Imaginez les amis, vous avez vu cette photo de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince qui reçoit barbecue au salon de l'ambassade, ce même barbecue qui est recherché par le FBI, ce même barbecue qui est recherché par la justice américaine. Mais ça, c'est un gouvernement démocrate. Je fais le pari qu'une telle boude ne se produira pas sous Donald Trump. Pas parce que Donald Trump est un homme plus moral, nullement, mais c'est parce que Donald Trump veut envoyer le message qu'il n'aime pas voir les Haïtiens en Haïti. Et pour ne pas voir les Haïtiens en Haïti,
il faudra qu'il fasse cesser le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti. En ceci, l'élection de Donald Trump se trouve être un allié objectif pour résoudre la déstabilisation en Haïti. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est qu'il y a un jeu de cause à effet. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser Haïti massivement vers Haïti, ils se désintéressent d'Haïti. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser massivement Haïti, mais ils ne tiennent plus rigueur à leurs dirigeants. Mais avec Donald Trump, la frontière va se refermer. Tous ces programmes, si vous voulez, temporaires, qu'on avait conçus pour, si vous voulez, détruire le tissu social haïtien, ils vont être fermés. Et là, les Haïtiens ne vont plus avoir d'exutoire, ils ne vont plus avoir de porte de sortie, ils vont se prendre en main enfin pour faire cette nécessaire révolution. Et puisque les États-Unis sont une force déstabilisatrice en Haïti, puisque les États-Unis sont une force qui contribue énormément dans le chaos haïtien, lequel chaos pousse les Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut plus voir des Haïtiens demander l'asile, il faudra qu'il passe des ordres au département d'État, qu'on foute la paix à Haïti, qu'on tue ces tueurs, ces bandits, que l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, arrête de recevoir et de légitimer ces bandits. Dès lors que ce mot d'ordre-là est lancé, vous allez voir, l'ambassade américaine elle-même va donner l'ordre à la police de supprimer les barbecues, de supprimer les vitellums, de supprimer, n'est-ce pas, tous ces bandits-là. Et l'administration Trump va passer l'ordre, n'est-ce pas, à la République dominicaine d'arrêter de jouer le trouble fait en Haïti, car quand cela arrive, les Haïtiens vont demander l'asile. En sorte que, ironiquement, Donald Trump, le raciste, ironiquement, Donald Trump, le fasciste, ironiquement, Donald Trump qui n'aime pas les Haïtiens et qui n'aime pas Haïti, précisément parce qu'il ne veut plus voir les Haïtiens chez lui, il va devoir contribuer à ce que ce pays soit moins instable, à ce que ce pays soit moins chaotique, pour que les Haïtiens restent chez eux. Et fais-moi confiance, contrairement à ceux qui pensent que les sanctions sous Donald Trump vont être amoindries, non. Donald Trump va être encore plus dur vis-à-vis des politiciens haïtiens, parce que c'est à cause de leurs bêtises que les Haïtiens vont demander l'asile chez lui. Puisqu'il ne veut pas des Haïtiens demandeurs d'asile chez lui, il va tenir les politiciens haïtiens, n'est-ce pas, les fesses serrées, pour qu'ils fassent les choses avec un minimum de décence, et que les Haïtiens restent chez eux, c'est du moins mon hypothèse. Merci de votre écoute, les amis. J'espère que mon émission vous a été utile. J'espère aussi, vous savez, quand on a une nouvelle administration dans un pays aussi puissant que les États-Unis, tous les pays du monde sont en train de mettre sur pied soit un comité, soit une commission pour aller établir des contacts avec des gens qui comptent en matière de commerce ou de politique étrangère. Le Canada est en train de mettre un comité sur pied pour établir des contacts avec les membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat et du Congrès et de l'équipe à venir de Trump. Nous, comme pays dont la politique est influencée par la politique américaine, on ne fout rien. On a une ministre des Affaires étrangères qui fait rien sinon que de grands discours. On a des gens au sein du Conseil présidentiel qui ne comprennent rien à la politique étrangère. Nous avons un Premier ministre à la personne de Koning qui ment comme il respire. On ne fout rien. La vérité, c'est que nous ne sommes pas du tout représentés. Haïti n'est ni dirigé, ni administré, comme disait l'autre. On se retrouve avec une gang d'amateurs qui cherchent des opportunités pour se réargenter parce qu'ils ont été désargentés pendant ces dernières années. J'espère vous avoir été utile, les amis. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. À la semaine prochaine. Au revoir.